J'ai trouvé mon fils de 7 ans dans la neige, frissonnant. Où sont tes grands-parents? Ils sont partis en Provence, m'a-t-il murmuré. Je n'ai pas discuté quand mon père a appelé pour de l'argent. À la place, j'ai vidé leur compte et appelé la police. Je m'appelle Robert. J'ai 38 ans. Avant de vous raconter comment un carnet de simples dessins a conduit à leur inculpation pénale et à un procès qui leur a tout coûté. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Le trajet de retour de l'aéroport Charles de Gaulle est toujours un calvaire. Un tronçon de national éprouvant qui semble vous aspirer toute votre énergie. Mais cette nuit de février, c'était quelque chose de complètement différent. La neige tombait par épais, d'ample, lourdes couches, le genre qui transforme les routes en un miroir noir traître sous les lampadaires. Chaque muscle de mon corps me faisait mal à cause de la fatigue. Mais sous tout cela, un profond et tranquille bonheur bourdonnait. Le projet de la défense, le plus grand de ma carrière d'architecte, celui qui m'assurerait une promotion majeure et une augmentation de salaire significative qui changerait ma vie, était un succès retentissant. J'avais parfaitement réussi la présentation, remportant l'adhésion d'une salle de promoteurs sceptiques. Tout ce que je voulais maintenant, c'était rentrer chez moi auprès de mes enfants. J'étais en avance d'une journée entière, et la pensée de leur visage surpris et heureux était la seule chose qui me poussait en avant à travers la neige aveuglante. Ma femme, Éléonore, était partie depuis 3 ans. Sa bataille contre le cancer fut courte, brutale, et elle laissa un trou béant dans nos vies que j'essayais désespérément, et souvent maladroitement, de combler pour nos 2 enfants, Nathan, qui avait 7 ans, et Emma, qui en avait 4. Éléonore n'était pas seulement ma femme. Elle était le soleil autour duquel notre petite famille gravitait. Son rire était la bande sonore de notre maison. Maintenant, j'essayais juste d'empêcher les planètes de dériver dans le vide froid, sombre et silencieux qu'elle avait laissé derrière elle. Quand elle est décédée, mes parents, Jacques et Patricia, étaient intervenus. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait en surface. Nous sommes là pour toi, Robert, avait dit mon père, sa main reposant lourdement sur mon épaule lors des funérailles. Sa voix était épaisse de ce que j'avais pris pour de la sincérité. Tu n'auras pas à faire ça tout seul. J'étais tellement brisé, tellement à la dérive dans une mer de chagrin que je me suis accroché à ces mots comme un noyé à un radeau de sauvetage. J'avais besoin de les croire en tournant dans ma rue de banlieue calme. Cette anticipation réconfortante d'être à la maison se mua en une pointe de froid et de terreur. Un sentiment de profonde anomalie me picotait à la nuque. La maison était sombre. Pas simplement sombre comme quand on regarde un film au rez-de-chaussée, mais complètement, dérangeante et noire. Pas de lumière sur le porche. Un petit détail qui était énorme car ma mère y était névrotiquement vigilante. Une maison sombre est une invitation au danger, disait-elle toujours. J'ai rentré la voiture dans l'allée, mes phares coupant une traînée devant la maison, et mon cœur ne s'est pas juste arrêté. J'ai eu l'impression qu'il m'avait été arraché de la poitrine. Là, sur la balancelle du porche, à moitié recouverte d'une fine couche de neige, se trouvait une petite forme recroquevillée. Pendant une fraction de seconde, mon esprit a refusé de traiter ce que mes yeux voyaient. Un tas de couvertures laissées dehors. Un jeu de lumière, mais ensuite la forme a bougé. Un frisson pathétique, tremblant, qui a semblé ébranler les fondations mêmes de mon monde. Le monde n'a pas seulement basculé sur son axe. Il est tombé complètement. C'était Nathan. J'ai mis la voiture en mode parking, sans même prendre la peine de couper le moteur, et je suis sorti de la voiture, courant à travers la pelouse enneigée, mes chaussures de ville s'enfonçant dans la neige mouillée. Nathan, ma voix était un cri étouffé. Il a levé les yeux et son visage dans la faible lumière ambiante du lampadaire était un portrait fantomatique de misère. Il était pâle et bleuté, ses lèvres gercées et violettes. Il portait un sweat à capuche fin, un jean et des baskets. Pas de manteau, pas de chapeau, pas de gants. Au milieu d'une tempête de neige de février en région parisienne, il a essayé de dire mon nom, un petit papa plein d'espoir. Mais ses dents claquaient si violemment que le son se brisait en rien. Je l'ai soulevé dans mes bras. Il semblait terrifiantement léger, fragile, comme un petit oiseau. Un violent frisson a secoué son petit corps, me traversant directement. Il était comme un bloc de glace. Copain, qu'est-ce que tu fais dehors? Où sont grand-mère et grand-père? Où est Emma? J'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup de pied. Elle n'était pas verrouillée, un autre détail qui hurlait l'anomalie, et je l'ai portée à l'intérieur dans la maison glaciale et silencieuse.
L'air était rassis et plus froid qu'à l'extérieur. Le radiateur indiquait 13 degrés Celsius. Il l'avait baissé pour économiser quelques euros pendant que mon fils était laissé dehors. Je l'ai monté à 24 degrés Celsius, mes propres mains tremblant de façon incontrôlable. Je lui ai retiré ses vêtements mouillés et gelés, je l'ai enveloppé dans la couverture la plus épaisse que j'ai pu trouver dans mon lit, et je l'ai tenu près de moi sur le canapé, lui frottant les bras et les jambes avec une énergie frénétique, essayant de lui transmettre ma propre chaleur. Après plusieurs longues et terrifiantes minutes, ses frissons ont diminué juste assez pour qu'il puisse parler. Il a murmuré, sa voix rauque et faible, un son qui me hantera pour le reste de ma vie. Ils sont partis en Provence, papa. Les mots ne comprenaient pas. Ils étaient si absurdes. Ils sonnaient comme une langue que je ne parlais pas. Quoi? De quoi parles-tu, copain? Qui est parti en Provence? Grand-mère et grand-père, a-t-il murmuré, ses yeux se fermant en papillonnant alors que son corps cédait enfin à la chaleur et à l'épuisement. Avec Emma, ils sont partis il y a 3 jours. Le monde s'est tu. Le seul son dans l'univers était les battements frénétiques et malades de mon propre cœur contre mes côtes. 3 jours, mon fils était seul dans une maison froide pendant 3 jours. Juste à ce moment-là, mon téléphone, que j'avais oublié dans la poche de mon manteau, a commencé à vibrer avec insistance. Je l'ai sorti avec une main engourdie. L'écran s'est allumé avec une photo de mon père souriant. L'identifiant de l'appel disait le papa, et en dessous, un message texte qu'il avait envoyé plus tôt brillait avec une normalité obscène. J'ai un problème avec la carte bancaire, appelle-moi au plus vite. J'ai fixé l'écran et une rage dont je n'avais jamais soupçonné être capable. Une rage froide, dure, d'une pureté de diamant s'est solidifiée dans mes entrailles. Je n'étais plus juste un fils en deuil. Je n'étais pas un homme essayant de maintenir la paix dans une famille fracturée. J'étais un père, et une tempête arrivait pour eux. J'ai fait taire l'appel, posé le téléphone sur le coussin, et serré mon fils plus fort, lui promettant, ainsi qu'au souvenir de ma femme, que cela n'arriverait plus jamais. Ce cauchemar n'est pas sorti de nulle part. C'était un cancer qui métastasait depuis des années. Je le vois maintenant. Mais à l'époque, les signes n'étaient qu'une série de moments douloureux. Des coupures de papier que je n'arrêtais pas de me dire qu'elles n'étaient pas assez profondes pour saigner. J'étais tellement désespéré que mes enfants et des grands-parents aimants, comme Éléonore et moi en avions eu, que j'ai ignoré les preuves accumulées que mes parents étaient incapables d'être ces personnes. Le déséquilibre, le favoritisme clair et douloureux était un poison qui s'infiltrait dans tout. C'était dans les petites choses. La façon dont ma mère Patricia passait 1 heure à brosser et à tresser les cheveux d'Emma, en lui disant à quel point ses boucles étaient soyeuses, tout en disant à Nathan d'aller se coiffer cette masse sur ta tête. Tu as l'air d'un petit mendiant. C'était dans les histoires qu'il racontait. Chaque appel téléphonique était une récitation détaillée de la dernière phrase mignonne d'Emma, du dessin d'Emma de la maternelle, de la danse drôle d'Emma. Quand je demandais « Et comment allait Nathan ?» la réponse était toujours un bref et dédaigneux « Oh, il allait bien. » Tranquille comme d'habitude. La tranquillité n'était pas une vertu à leurs yeux. C'était un défaut. Le point de rupture pour moi, le moment où j'ai su que je devais agir, est arrivé environ 4 mois avant l'incident de Provence. C'était la semaine annuelle des entretiens parents-enseignants. Je devais être au bureau pour une échéance tardive. J'ai donc demandé à ma mère d'assister à l'entretien de Nathan avec son enseignante de CE1, Madame Dubois. Je suis allé à l'entretien de la maternelle d'Emma moi-même la veille. Lorsque j'ai parlé à l'enseignante d'Emma, elle rayonnait. Emma est un délice. Tellement sociale, tellement brillante. Ma mère aurait adoré entendre ça. Le lendemain, j'ai appelé ma mère après qu'elle ait été censée rencontrer Madame Dubois. Alors, comment ça s'est passé, ai-je demandé avec espoir. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit, la voix plate. L'enseignante semble assez gentille. Qu'a-t-elle dit sur les progrès de Nathan? Il y a eu un soupir à l'autre bout du fil. Un son lourd de fardeau fabriqué. Eh bien, Robert, elle pense que Nathan est trop renfermé, qu'il ne participe pas assez aux activités de groupe. Elle mentionne que ses notes en mathématiques baissent un peu. Mon cœur s'est serré. D'accord. A-t-elle suggéré quelque chose? Un répétiteur? Des stratégies? Franchement, je pense que cette femme fait une montagne d'une taupinière, a dit ma mère avec dédain. Je lui ai dit, Nathan est un garçon tranquille. Toujours été. Tous les enfants n'ont pas besoin d'être le centre de l'attention comme certains de ces autres enfants aujourd'hui.
Et je lui ai dit que peut-être si elle rendait ses cours plus intéressants, il ne s'ennuierait pas autant. J'étais sidéré. Tu lui as dit ça? Maman, elle essayait de soulever une préoccupation pour l'aider. Je défendais mon petit-fils, a-t-elle reniflé, sa voix prenant une indignation juste. C'est une jeune enseignante. Elle ne comprend pas que tous les garçons ne sont pas bruyants et turbulents. Il est sensible. Tu le rends sensible. C'était une leçon magistrale de déviation. Elle n'était pas allée écouter. Elle était allée faire la leçon. Elle n'était pas allée aider mon fils. Elle était allée défendre sa propre vision de lui. Ce fut la goutte d'eau. Quelques jours plus tard, je suis allé chez eux. La mâchoire serrée. J'avais répété ce que j'allais dire. Je serai calme, logique et ferme. Nous devons parler de l'entretien des enseignants, ai-je commencé, et de la façon dont vous traitez les enfants. Mon père, Jacques, a levé les yeux de son mot croisé, son visage un masque d'impatience lasse. Encore ça, Robert, nous en avons parlé. Ta mère s'en est occupée. Non, elle ne s'en est pas occupée, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré ma détermination. Elle a rejeté les préoccupations valables d'un enseignant. Tout comme vous deux rejetez Nathan chaque jour. Les cadeaux, l'attention, les éloges. Tout va à Emma. Nathan reçoit les restes. Il reçoit tes tailles et tes plaintes. C'est un garçon de 7 ans, et vous lui donnez l'impression d'être un fardeau dans sa propre famille. Ma mère, qui arrangeait des fleurs près de l'évier, s'est retournée, son visage un portrait parfait d'innocence blessée. C'est une chose cruelle et injuste à dire, Robert. Une chose vraiment vicieuse. Vraiment, ai-je contesté, ma voix montant. Est-il juste d'acheter à Emma une maison de poupée à 200 € pour son anniversaire et d'avoir un pull à 20 € pour Nathan? Est-il juste de l'emmener prendre une glace la semaine dernière et de dire à Nathan qu'il devait rester à la maison parce qu'il n'avait pas fini ses devoirs, alors qu'il l'avait fait? Nous essayons de lui apprendre la responsabilité, a tonné mon père. Quelque chose que vous pourriez essayer. Vous le couvez. Vous le rendez mou. Il ne s'agit pas du monde. Il s'agit de ses grands-parents, ai-je rétorqué. Il s'agit des deux personnes qui sont censées l'aimer inconditionnellement, lui donnant l'impression qu'il doit gagner sa place. Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas de vraies larmes de chagrin. C'étaient des larmes de manipulation. Après tout ce que nous faisons, a-t-elle sangloté, s'affalant sur une chaise. Nous donnons notre temps, notre énergie. Et c'est la reconnaissance que nous recevons. Des accusations. Tu es toujours en deuil d'Éléonore. Ton fils déforme ta perspective. Tu cherches quelqu'un à blâmer. C'était une frappe nucléaire. Mentionner ma femme décédée, utiliser mon chagrin comme une arme contre moi. Ça m'a coupé le souffle, exactement comme elle le savait. Je les ai regardés. Mon père, sévère et jugeant. Ma mère, recroquevillée et pleurant, et j'ai senti le combat me quitter. Ils formaient une équipe parfaite. Il était le marteau. Elle était le gant de velours qui cachait le poing. Il s'était muré dans une forteresse de déni et d'auto-apitoiement. Et je n'étais qu'un homme avec un bélier fait de sentiments. C'était inutile. J'ai quitté leur maison ce jour-là en me sentant plus petit et plus vaincu que jamais. J'avais essayé de me battre et j'avais perdu. Pire, il m'avait fait sentir coupable d'avoir seulement essayé. Il m'avait fait douter de ma propre réalité. Cet échec fut une pilule amère à avaler. Et cela m'a appris que si je voulais gagner un jour, je ne pouvais pas me battre à leurs conditions. Je devrais trouver un champ de bataille complètement différent. Au milieu de la guerre larvée constante de ma vie de famille, Nathan avait son sanctuaire. C'était un monde fait de papier et de graphite, de fusain et d'encre. Son dessin était plus qu'un passe-temps. C'était sa langue. C'était ainsi qu'il traitait le monde, comment il exprimait les choses pour lesquelles il n'avait pas les mots. Il dessinait des villes fantastiques avec des tours élancées et des ponts impossibles. Des chevaliers en armure minutieusement détaillée et des portraits calmes et pleins d'âme de notre Golden Retriever, Buddy, qui capturait parfaitement la personnalité du chien. Je savais que ma mère voyait cela comme un gâchis, une source de taches sur ses vêtements et de traces sur les murs. Pourquoi ne peut-il pas faire quelque chose de productif, demandait-elle. Pour moi, son art était la preuve de cet esprit brillant et magnifique qu'elle refusait de voir. J'ai pris soin de le célébrer. Nous avions un mur de galerie dans mon bureau à domicile où nous encadrions et accrochions ses meilleures œuvres. C'était notre truc. Un après-midi,
un associé principal de mon cabinet d'architecte, Monsieur Dubois, était chez moi pour une réunion afin de passer en revue des plans finaux pour le projet de la Défense. Il avait la soixantaine, une légende dans le domaine avec un œil vif et une langue plus acérée. Pendant que je chargeais des fichiers KO sur mon ordinateur, son regard dériva vers le mur de la galerie. « Qui est l'artiste » demanda-t-il, sa voix inopinément vive d'un réel intérêt. « Oh, c'est mon fils, Nathan » ai-je dit, un peu surpris. Il se leva de sa chaise et s'approcha, ses chaussures coûteuses silencieuses sur le parquet. Il regarda de près un dessin détaillé d'un pont suspendu futuriste, une conception à la fois fantaisiste et structurellement solide. « Mon Dieu, Robert » respira-t-il. La perspective ici, le contrôle du trait. Il comprend les relations spatiales. Quel âge a-t-il? Il a 7 ans, ai-je dit, un flot de fierté montant dans ma poitrine. Monsieur Dubois se tourna pour me regarder. Ses yeux, que je n'avais jamais vus que comme critique et évaluateur, étaient écarquillés de quelque chose qui ressemblait à de la vénération. 7 ans. Robert, ce n'est pas un talent normal. Ce n'est pas un passe-temps. C'est prodigieux. Il tapota la vitre du cadre. Tu as la responsabilité de nourrir cela. C'est un don sérieux. Il prit alors dans son élégant attaché-caisse en cuir et en sortit une brochure glacée pliée. Il l'aplatit sur mon bureau d'un claquement décisif. L'entête était imprimée dans une police élégante et audacieuse. Concours national des jeunes artistes. Un bon ami à moi fait partie du comité de jugement pour cela, dit-il, sa voix basse et sérieuse. C'est la compétition la plus prestigieuse pour les jeunes artistes du pays. La date limite de soumission est dans 2 mois. Tu devrais y inscrire son travail. Je ne te demande pas, Robert. Je te dis, ne laisse pas cela se perdre. Après son départ, j'ai tenu le lourd papier glacé dans mes mains. Il semblait plus qu'une brochure. Il semblait une validation. C'était une confirmation objective et professionnelle de ce que je savais déjà dans mon cœur. Quelqu'un d'autre a vu mon fils, quelqu'un d'important. Ce soir-là, je me suis assis avec Nathan et je lui ai montré la brochure. Ses yeux, si souvent voilés d'une mélancolie tranquille, se sont illuminés d'une étincelle d'excitation pure et non diluée. « Tu penses que je suis assez bon, papa » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je sais que tu le es, copain » ai-je dit, le serrant dans une étreinte. Nous avons passé les quelques semaines suivantes à sélectionner soigneusement ses 5 meilleures œuvres, à les monter et à préparer la soumission en ligne. C'est devenu notre mission secrète, un projet plein d'espoir qui était juste pour nous. À l'époque, je pensais simplement que c'était une merveilleuse façon de renforcer la fragile confiance de mon fils. Je n'avais aucune idée que cette petite brochure, cet acte de voir le talent de mon fils, deviendrait un jour mon arme la plus puissante et la plus inattendue. Avec leur manipulation émotionnelle solidement établie, la phase suivante de la campagne de mes parents fut financière. Mon père, Jacques, avait une obsession de longue date pour l'argent, principalement centrée sur son manque. Une série de mauvais investissements dans les années 90 et une incapacité générale à vivre selon ses moyens l'avaient laissé, lui et ma mère, dans une position précaire à la retraite. Il voyait mon succès non pas avec fierté, mais avec une sorte d'envie avide. Il a commencé par des commentaires subtils induisant la culpabilité glissée dans nos appels téléphoniques. Nous avons emmené Emma à ce nouveau cours de gym, disait-il avec un soupir lourd. Tu ne croirais pas ce qu'il facture, mais elle aime tellement ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Ou il a fallu acheter un tout nouveau tas d'épicerie pour chez vous. Les enfants mangent comme des chevaux. Ça s'accumule, tu sais. Je leur versais déjà une généreuse allocation mensuelle pour leur aide, bien plus que ce que n'importe quelle garderie locale où nous demanderait. Mais j'étais épuisé et discuter avec eux était épuisant. Envoie-moi juste les tickets de caisse, papa, disais-je. Je te rembourserai l'argent. Mais cela ne suffisait pas. Il ne voulait pas de remboursement. Il voulait du contrôle. Il voulait une caisse noire. La pression totale est arrivée un dimanche après-midi quand il était venu m'aider à réparer un robinet qui fuyait. Il m'a coincé dans la cuisine, sa voix basse et conspiratrice. Tu sais, Robert, ta mère et moi parlions. Nous avons parfois l'impression d'être des employés, devant te demander pour chaque petite chose. Ce n'est pas mon intention, ai-je dit avec lassitude, sentant déjà où cela allait. Nous voulons faire plus pour les enfants, a-t-il continué, enjolivant le sentiment. Ce cours de codage dont tu as parlé pour Nathan, les cours de danse classique avancés pour Emma.
Si nous avions un peu plus de flexibilité, un peu d'autonomie, nous pourrions simplement nous en occuper. Cela nous ferait sentir davantage comme, tu sais, des grands-parents réels, plus dignes de confiance, une vraie partie de leur éducation. L'expression « une partie de leur éducation » était-elle pas choisie avec expertise. Ils connaissaient ma plus grande peur, que mes enfants grandissent sans une unité familiale aimante complète. Ils me vendaient un fantasme et me faisaient payer pour ça. Contre tous mes instincts qui hurlaient, j'ai cédé. Mais je n'étais pas complètement idiot. J'étais prudent. J'ai refusé de leur donner accès à mes comptes principaux, ou au moins odieux, au fonds universitaire principal des enfants, celui qu'Éléonore et moi avions créé le jour de la naissance de chacun d'eux. Ce compte était un terrain sacré, un témoignage de nos espoirs pour leur avenir. Au lieu de cela, je suis allé à la banque le lendemain et j'ai ouvert un compte courant entièrement séparé. Je l'ai conçu comme un système contrôlé. J'ai déposé 5 000 € pour commencer et j'ai mis en place un virement mensuel automatique de 1 000 € de mon propre compte. J'ai fait émettre une carte de débit pour ce compte uniquement. Lorsque je l'ai donné à mon père, j'ai expliqué les règles avec ce que je pensais être une clarté parfaite. C'est la carte des dépenses des enfants, ai-je dit, la lui tendant. Utilise-la pour leurs courses, leurs vêtements, leurs cours, leurs fournitures scolaires. C'est son seul objectif. Je recevrai une alerte pour chaque transaction afin que je puisse suivre les dépenses. Il l'a prise de moi, son sourire large et magnanime. Bien sûr, fils, c'est parfait. Cela montre que tu nous fais confiance. Tu ne le regretteras pas. L'ironie de ces mots me rend malade aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, le dernier piège fut mis en place. Mon patron, Monsieur Dubois, m'a appelé dans son bureau. Robert, a-t-il dit, son visage grave. Les promoteurs de la défense ont adoré vos premières conceptions. Ils ont avancé le calendrier. Ils veulent une présentation complète en personne à leur siège social. C'est le gros lot. Tout le cabinet compte sur vous. Si vous décrochez ce contrat, cela signifie une voie vers le partenariat, une promotion complète. C'était l'opportunité d'une vie. Le genre de moment qui définirait la carrière qui sécuriserait l'avenir de mes enfants 10 fois. Le seul hic. La présentation était dans 8 jours. Et cela nécessitait que je sois à la défense pendant une semaine complète. Mon cœur s'est effondré. Une semaine. Ma belle-sœur, Sophie, la sœur d'Éléonore, et mon seul véritable soutien, était en voyage de 2 semaines en Italie. La femme de mon meilleur ami venait d'avoir un bébé. J'étais complètement, totalement sans option. Je devais demander à mes parents. Quand je leur ai dit, le visage de ma mère s'est illuminé d'un enthousiasme presque déconcertant. Une semaine entière? Bien sûr, nous les prendrons. Ne t'inquiète pas pour une chose. Va te concentrer sur ton travail. C'est une merveilleuse nouvelle, Robert. Mon père m'a tapé dans le dos, un geste qui ressemblait plus à la revendication d'un prix qu'à une offre de soutien. Va nous rendre fiers, mon fils. Nous avons tout sous contrôle ici. Il semblait si sincèrement heureux pour moi, si désireux d'aider. Et parce que je voulais tellement qu'il le soit, j'ai choisi de les croire. J'ai ignoré le nœud froid et lourd de terreur dans mon estomac. J'ai fait mes bagages, j'ai embrassé mes enfants au revoir, et je suis parti, les laissant au bon soin des 2 personnes en qui j'aurais dû le moins faire confiance au monde. Je ne le savais pas alors, mais je ne partais pas seulement pour un voyage d'affaires. Je laissais mon fils sur le seuil de la plus grande trahison de sa jeune vie. Les premiers jours à la Défense furent un tourbillon de réunions à enjeux élevés, de révisions tard dans la nuit dans ma chambre d'hôtel, et du genre de concentration alimentée par l'adrénaline que seul un projet définissant la carrière peut induire. Mais peu importe à quel point j'étais absorbé par le travail, une partie de mon esprit était toujours rentrée à la maison. J'appelais tous les soirs, ayant besoin d'entendre la voix de mes enfants pour m'ancrer. Le premier soir, un mardi, ma mère a répondu, sa voix claire et enjouée. « Oh, ils dorment déjà, chérie. » Nous les avons épuisés avec une grosse journée au parc. Il était 19h30. Un peu tôt pour Nathan, mais plausible. « Tout va merveilleusement bien », a-t-elle gazouillé. « Ne t'inquiète pas pour une chose. Je lui ai demandé de leur dire que je les aimais. »« Bien sûr, ma chère. Dors bien. » Le deuxième soir, mercredi, mon père a décroché. Sa voix était vive, presque pressée. « Je ne peux pas parler longtemps, Robert. Je suis sur le point de donner le bain à Emma.
Et Nathan est en plein milieu d'un dessin animé avec un gros bol de pop-corn. Puis-je parler à Nat une seconde, ai-je demandé. Ah, je ne veux pas l'interrompre. C'est son dessin animé préféré. Tu sais comment il est. Nous allons très bien. On se parle demain. Il a raccroché avant que je puisse protester. Une petite piqûre d'inquiétude a commencé à l'arrière de mon cou. Ils n'ont jamais voulu que je parle aux enfants. Le jeudi soir, c'était encore ma mère. Sa voix était encore plus affable qu'avant. Bonjour, chérie. Oh, tu ne croirais pas la journée que nous avons eue. Nous avons emmené les enfants au musée d'art. Ils se sont éclatés. Ils sont complètement épuisés. Ils se sont couchés. Le musée d'art. C'est super, ai-je dit, ressentant une pointe de culpabilité de ne pas y être. Alors, ils dorment déjà, comme de petits anges, a-t-elle confirmé. Je leur ferai un câlin et un bisou encore plus gros de la part de leur papa. Chaque appel était comme un décor de théâtre parfaitement peint. Il semblait réel de loin, mais de près, on pouvait voir les fissures. Les excuses étaient trop lisses. La gaieté était trop forte. Cela semblait répété. Vendredi, l'anxiété lancinante s'était transformée en une lourde pierre dans mon estomac. J'ai essayé de la refouler, me disant que j'étais paranoïaque, que ma confrontation ratée des mois auparavant m'avait rendu trop suspicieux et méfiant. Je devais me concentrer sur la présentation finale. J'ai essayé d'appeler vendredi matin avant la réunion. Pas de réponse. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. J'ai essayé à nouveau à l'heure du déjeuner. Messagerie vocale encore. Mon cœur a commencé à battre la chamade contre mes côtes. J'ai envoyé un message texte, mon pouce tremblant légèrement. Salut, tout va bien? Je n'arrive pas à vous joindre. S'il vous plaît, appelez-moi. Les heures se sont étirées. Silence. Je suis entré dans cette présentation finale en ayant l'impression de me déplacer sous l'eau. J'ai souri. J'ai serré des mains. J'ai prononcé le discours de ma vie d'une voix calme et confiante tandis qu'un cri silencieux se construisait dans mon esprit. Où sont mes enfants? Après les poignées de main et les félicitations enthousiastes des promoteurs, au moment où j'étais seul dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone à nouveau. Finalement, il y a eu un message texte. C'était de ma mère. C'était si bref, si décontracté que c'était absolument glaçant. Désolé, journée chargée. Nous sommes partis pour une petite excursion impromptue. Tout le monde va bien. On se parle ce soir. Une excursion un vendredi. Une excursion qui les a rendus injoignables toute la journée. Les mensonges se dénouaient. Quelque chose était profondément, horriblement faux. Mon travail à la Défense était terminé. Les associés planifiaient un dîner de célébration au restaurant ce soir-là. J'ai pris ma décision en une fraction de seconde. J'ai trouvé mon patron, Monsieur Dubois, qui rayonnait. Ils ont adoré, Robert, a-t-il dit. Il prépare les contrats. Nous l'avons fait, monsieur. Merci pour tout, ai-je dit, ma voix tendue. Il y a une urgence familiale à laquelle je dois rentrer. Je prends le prochain train. Son sourire s'est estompé, remplacé par de l'inquiétude. Bien sûr, mon fils. Tout va bien? J'espère, ai-je dit. Je t'appellerai de chez moi. J'ai réservé un billet de train partant dans moins de 2 heures. Dans le taxi frénétique vers l'aéroport. Et pendant tout le vol turbulent de retour à travers la tempête, je ne répétais plus d'arguments. Je jouais des scénarios catastrophes. Accident de voiture, une maladie soudaine. Mon esprit refusait d'aller à l'endroit où il aurait dû aller. La vérité était si monstrueuse, si en dehors des limites du comportement humain normal que mon imagination ne pouvait tout simplement pas la concevoir. La vue de Nathan sur cette balançoire, comme je vous l'ai déjà dit, n'a pas seulement brisé mon cœur. Elle a fondamentalement reconfiguré mon âme. Après l'avoir fait entrer, enveloppé dans des couvertures et frissonnant de façon incontrôlable sur le canapé, ma première réaction fut d'appeler le SAMU. Mais il était conscient. Il parlait. Et une partie égoïste de moi, la partie qui ne pouvait toujours pas croire que mes propres parents étaient capables d'un tel acte monstrueux, avait besoin de comprendre avant d'effondrer le monde entier. Je l'ai tenu, lui parlant doucement, lui disant qu'il était en sécurité, que papa était à la maison. Je lui ai fait une soupe à la tomate chaude et un croque-monsieur, son plat réconfortant préféré.
Il a mangé avec une faim désespérée et frénétique qui était terrifiante à regarder. Il l'a dévoré comme un animal affamé, pas comme un garçon de 7 ans dans sa propre maison. Il n'y avait rien à manger, Nathan, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Effrayé par la réponse, il a avalé une grosse gorgée de soupe. Il y avait des céréales, a-t-il dit, sa voix petite et rauque. Mais nous avions fini le lait hier, et du pain, mais il était devenu tout dur et croquant. Il m'a regardé, ses yeux grands ouverts et sincères, comme s'il avait peur d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai essayé de faire du pain grillé, mais je n'ai pas le droit d'utiliser le grille-pain tout seul. Ma gorge s'est nouée. Il avait suivi les règles. Il avait été un bon garçon pendant qu'il mourait de faim. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, copain? Pendant 3 jours entiers. Je regarde la télé surtout, a-t-il dit, regardant sa soupe. C'était effrayant la nuit. La maison fait des bruits. Je sais, ai-je dit, le cœur me faisant mal. J'ai dormi dans ton lit, a-t-il avoué comme si c'était un crime, parce qu'il sent comme toi. Et j'ai apporté Buddy, mais il a beaucoup pleuré parce qu'il devait sortir dehors. Il s'inquiétait pour le chien. Au milieu de sa propre terreur et de son abandon, il s'inquiétait de notre Golden Retriever. La pure bonté déchirante de ce garçon était un couteau dans mon estomac. Quand sont-ils partis, Nathan? Dis-moi tout ce dont tu te souviens, les jeux exhortaient doucement. C'était mercredi matin, a-t-il dit, sa mémoire vive et claire. Grand-mère m'a réveillé. Elle était toute habillée. Elle a dit qu'ils allaient faire un voyage spécial avec Emma parce qu'Emma était sa princesse spéciale. Elle a dit que je devais être un grand garçon soldat et rester à la maison pour protéger la maison des voleurs. La froide cruauté calculée de cela m'a coupé le souffle. Il ne l'avait pas seulement laissé. Il l'avait empoisonné avec un mensonge. Ils avaient déguisé leur abandon en une mission noble, un fardeau qu'ils devaient porter. J'ai essayé, papa, a-t-il dit, son petit menton tremblant. J'ai verrouillé les portes toutes les nuits. Je les ai vérifiées 3 fois. Tu as fait très bien, copain, ai-je balbutié. Tu as été si courageux. Ont-ils dit où ils allaient? Un endroit avec une plage, a-t-il dit, luttant avec le mot étranger. La Provence. La Provence. Le nom flottait dans l'air de la pièce froide, si grotesquement déplacé, si monumentalement égoïste que j'ai failli rire d'un rire hystérique et brisé. Ils avaient emmené ma fille au paradis du Sud et laissé mon fils geler et mourir de faim dans un hiver de région parisienne. C'était ça. La dernière trace de doute, le dernier vestige de loyauté filiale, s'évapora. J'ai emmitouflé Nathan dans mon propre manteau d'hiver épais et rempli de duvet, qu'il a englouti, je l'ai porté à la voiture et j'ai roulé directement aux urgences de l'hôpital le plus proche. Je me fichais des apparences. Je me fichais d'une dispute familiale. Je me souciais des preuves. Je voulais avoir un dossier officiel, indéniable de ce qu'ils avaient fait à mon fils. Les urgences étaient un flou chaotique de lumière fluorescente, de machines bipantes et de l'odeur acrée propre d'antiseptique. Un médecin gentil, calme, d'âge moyen nommé docteur Leclerc a pris les choses en main. Elle avait une manière douce avec Nathan, le faisant rire avec une blague stupide sur son stéthoscope. Mais ses yeux étaient vifs et d'un sérieux mortel alors qu'elle écoutait mon compte rendu concis et factuel des 3 derniers jours. Elle et une infirmière ont commencé à vérifier ses signes vitaux, sa température, son niveau d'hydratation, à prélever du sang. Ils l'ont enveloppé dans des couvertures chauffantes. Après environ 1 heure, le docteur Leclerc est revenu à la pièce séparée par un rideau où je tenais la main de Nathan. Physiquement, il va bien, a-t-elle dit, sa voix basse et professionnelle, mais avec un courant sous-jacent de colère que je reconnaissais et appréciais. Il souffre d'hypothermie légère et de déshydratation importante, mais nous l'avons réchauffé et il reçoit une perfusion intraveineuse. Sa température corporelle centrale est presque de retour à la normale. Pas de gelure, Dieu merci. Nous aimerions le garder quelques heures supplémentaires pour observation, juste pour être absolument sûr. Une vague de soulagement si puissante qu'elle me donna le vertige me submergea. Merci, docteur. Merci. Elle a posé une main réconfortante sur mon bras, mais son expression s'est durcie. Monsieur Robert, a-t-elle dit, sa voix encore plus basse. Je dois que vous compreniez. Je suis légalement et moralement obligé de signaler cela au service de protection de l'enfance. Laisser un enfant de 7 ans sans surveillance pendant une période quelconque est de la négligence. Le laisser pendant 3 jours dans une maison froide avec une nourriture inadéquate, c'est de l'abandon d'enfant criminel.
Il n'y a pas de zone grise ici. Je comprends, ai-je dit, ma voix ferme. Et je veux que vous. Je veux un rapport complet. Je veux que tout soit documenté, chaque détail. Elle me fit un signe de tête ferme et résolue. Vous l'aurez. Assis là dans le silence stérile de l'hôpital, tenant la petite main chaude de mon fils, tout est devenu brutalement, magnifiquement clair. Les années de favoritisme subtil, le gaslighting, la manipulation émotionnelle, le vol financier, tout cela n'était qu'un prélude à cela. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un manque de jugement. C'était un choix. Ils avaient choisi de jeter mon fils comme s'il était des déchets. Et j'allais passer le reste de ma vie à m'assurer qu'il le regrettait. Après que Nathan ait été autorisé à sortir, il avait l'air petit et pâle mais en sécurité dans un nouvel ensemble de vêtements chauds que l'hôpital avait fourni. Nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai couché dans mon propre lit, l'entourant d'une forteresse d'oreillers. Et il s'est endormi en quelques secondes. Son petit corps cédant enfin à la sécurité qui lui avait été refusée. La maison était de nouveau silencieuse, mais c'était un silence différent. C'était le silence lourd et chargé avant la guerre. Je suis allé directement à mon bureau, me suis assis à mon bureau et ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables. La rage avait brûlé les tremblements, laissant une résolution froide et dure. J'avais besoin de voir l'étendue complète des dégâts. J'avais besoin de la piste papier. D'abord, je me suis connecté au compte de dépenses séparé que j'avais ouvert pour eux, celui avec la carte de débit. Comme je m'y attendais, il était presque vide. L'historique des transactions racontait une histoire d'audace croissante. Il y avait les frais habituels du supermarché, quelques petits achats chez Monoprix, un voyage dans un magasin de jouets où ils avaient clairement chargé des choses pour Emma, et puis il y avait la dernière transaction de mercredi matin, un retrait d'espèces à leur banque à domicile, 2000 €. Le mensonge de ma mère à propos d'une excursion scolaire m'est revenu en mémoire. Ce devait être leur argent de poche pour le paradis. Ma mâchoire était tellement serrée qu'elle me faisait mal. Avec un sentiment de crainte, j'ai navigué vers la page de connexion principale du fonds universitaire. C'était le compte qui détenait l'avenir de mes enfants, mes espoirs, l'héritage de l'amour et de la planification d'Éléonore. C'était un terrain sacré, et il l'avait profané. J'ai tapé mon mot de passe et appuyé sur Entrée. Le résumé du compte s'est chargé à l'écran. Mes yeux ont balayé le solde et mon souffle s'est coupé. Il était des milliers d'euros plus bas qu'il ne devrait l'être. Et puis je l'ai vu. Une seule transaction enregistrée mercredi matin, quelques heures après qu'ils aient réveillé Nathan avec leurs mensonges. Virement bancaire vers 12 Provence Voyage, moins 15 000 €. 15 000 €. Je ne pouvais pas respirer. C'était une sensation physique, un coup de poing dans l'estomac qui m'a coupé tout l'air des poumons et m'a laissé haletant. Ils n'avaient pas seulement utilisé le compte de dépenses que je leur avais donné. Ils avaient trouvé un moyen d'accéder au cœur de la sécurité de mes enfants. La préméditation de cela m'a vraiment stupéfait. Ils devaient avoir fouillé mon bureau pendant que j'étais au travail, trouvé les relevés de compte, volé les numéros de routage et de compte. Ils auraient dû falsifier ma signature ou usurper mon identité au téléphone. C'était un acte criminel calculé. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. Le nom du destinataire, 12 Provence Voyage, me donnait envie de fracasser l'ordinateur portable contre le mur. Ils avaient volé l'argent de l'éducation de mes enfants pour payer leur voyage de luxe 5 étoiles ou une trahison. La rage qui mijotait en moi depuis des jours, des années, a finalement explosé. C'était un feu pur, purificateur. Tout le chagrin, tout l'épuisement, tout le doute de soi, toutes les fois où je les avais laissés me faire sentir petit et faible. Tout cela a brûlé, ne laissant qu'une incertitude froide et dure comme le cristal. Juste à ce moment-là, comme si elle était appelée par la pure force de ma fureur, mon téléphone, que j'avais posé sur le bureau, a sonné. L'écran s'est allumé avec le visage souriant et bronzé de mon père. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Robert, a-t-il aboyé au téléphone, sa voix tendue et teintée d'une colère indignée. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un bon restaurant ici, essayant de prendre un repas décent, et la carte a été refusée. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant. J'ai forcé ma voix à être égale, presque ennuyée. Un contraste frappant avec l'enfer qui faisait rage en moi. Oh, c'est bizarre, ai-je dit, les mots goûtant comme de la glace. La banque a dû signaler une activité suspecte et mettre un gel temporaire sur le compte.
Tu sais comment ils sont avec la sécurité de nos jours. Activité suspecte? De quoi parles-tu? La seule activité est que nous essayons d'acheter le dîner, a-t-il bredouillé. Ne t'en fais pas, papa, ai-je dit, et un sourire cruel et froid que je ne reconnus pas a effleuré mes lèvres. Je réglerai tout quand tu rentreras. Profitez juste du reste de vos vacances. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, coupant ses grondements furieux. Je les avais. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Ils étaient à des milliers de miles de là, se prélassant sur une plage volée, s'inquiétant de leur facture de dîner, pendant que j'étais assis dans les ruines de leur trahison, détenant toutes les preuves, tout le pouvoir, toutes les cartes. Le jeu avait changé, et j'étais sur le point de réécrire chacune des règles. Le lendemain matin, j'étais un homme renaissant. Le fils attristé et accommodant avait disparu, et à sa place se trouvait un stratège froid et efficace. La rage s'était calmée pendant la nuit pour faire place à un calme concentré et méthodique. Il n'y aurait plus de confrontations émotionnelles qu'il pourrait tordre et retourner contre moi. C'était maintenant un problème logistique, une guerre à gagner, non pas par des cris, mais par des papiers et de la précision. Mon premier arrêt à 8 heures précises fut la banque. Je ne suis pas allé voir un guichetier. J'avais pris rendez-vous avec la directrice de l'agence, une femme vive nommée Madame Dubois. Je me suis assis dans son bureau au mur de verre et j'ai exposé la situation en termes clairs et sans émotion, lui présentant une copie des papiers de sortie de l'hôpital de Nathan. Son attitude professionnelle s'est fissurée, remplacée par un regard de sympathie horrifiée. Elle a travaillé avec une efficacité rapide et indignée. Le compte de dépenses compromis a été fermé. La carte de débit a été désactivée. Ensuite, nous nous sommes attaqués au plat principal, le fonds universitaire. J'ai obtenu qu'elle transfère chaque centime de ce fonds dans un nouveau compte de fiducie irrévocable et inattaquable. Ce nouveau compte était une forteresse. Il nécessitait une authentification à 2 facteurs liés à mon téléphone portable, un mot de passe verbal connu de moi seul, et tout retrait de plus de 500 € nécessitait ma signature physique en présence d'un responsable bancaire. Même moi, je ne pouvais pas y accéder facilement. En signant les derniers formulaires, j'ai senti un clic lourd et satisfaisant, sécurisant le peu qui restait de l'avenir de mes enfants. Le service de fraude de la banque avait déjà signalé le virement de 15 000 € comme hautement inhabituel. Je me suis assis avec leur enquêteur et j'ai fait une déclaration enregistrée sous serment confirmant qu'il était entièrement non autorisé. Je veux porter plainte, ai-je dit, ma voix inébranlable. Une enquête officielle a été ouverte. Chaque signature, chaque formulaire était une autre brique dans le mur que je construisais entre mes enfants et la toxicité de mes parents. Mon prochain appel fut à un nom que j'avais obtenu de Monsieur Dubois des mois auparavant. Conservé pour un jour de pluie que je ne pensais jamais venir. Maître Martin, un avocat spécialisé en droit de la famille réputé pour être un génie tactique, un requin qui nageait dans les eaux ensanglantées des litiges familiaux conflictuels. Son bureau était dans un gratte-ciel élégant et intimidant au centre-ville. Maître Martin avait une quarantaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure et dégageait une aura de compétence calme et létale. Je ne lui ai pas donné la version émotionnelle de l'histoire. Je lui ai donné les faits, tout comme je l'avais fait avec la directrice de la banque. J'ai exposé le calendrier, l'historique de négligence, le gaslighting, l'abandon, le rapport médical du docteur Leclerc, les transactions bancaires non autorisées, les mensonges au téléphone. J'ai glissé un dossier soigneusement organisé sur son bureau en acajou poli contenant des impressions de tout. Il a écouté sans une seule interruption, ses yeux sombres parcourant chaque document pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a joint ses mains, s'est penché en arrière sur sa chaise en cuir et m'a regardé un long moment. « Monsieur Robert », a-t-il dit, sa voix égale et mesurée. C'est l'un des cas les plus flagrants d'inconduite parentale que j'ai vu depuis un certain temps. Quel est le résultat souhaité? Je veux l'argent en retour, ai-je dit, ma voix dure comme l'acier, chaque centime. Et je veux m'assurer qu'il ne s'approche plus jamais de mes enfants. Je veux discuter de la garde exclusive, d'une ordonnance de protection permanente, de tout ce qu'il faut pour rompre légalement leurs droits de grands-parents. Je veux qu'ils soient effacés de la vie de mes enfants. Maître Martin a hoché lentement la tête, délibérément. Nous pouvons certainement y parvenir, a-t-il dit. Les preuves sont accablantes. Nous déposerons une action civile pour le retour des fonds, plus des dommages punitifs importants pour la détresse émotionnelle infligée à vous et à votre fils, et je vous conseille fortement, de donner suite à une plainte pénale. Un casier judiciaire rendra toute tentative future de leur part d'obtenir un droit de visite par les tribunaux presque impossible.
Bien, ai-je dit. Le mot sonnait solide. Final. Quelle est notre première démarche? Notre première démarche est de ne rien faire, a dit maître Martin. Un sourire fin et froid jouait sur ses lèvres. Nous attendons qu'ils rentrent. Nous les laissons arriver, bronzés et satisfaits d'eux-mêmes. Droit dans le piège qu'ils se sont si diligemment tendus. Ne les contactez pas. Ne répondez pas à leurs appels. Laissez-les mijoter dans leur propre arrogance. Je suis sorti de son bureau en me sentant puissant. Pour la première fois depuis des années, je ne réagissais plus aux caprices de mes parents. Je planifiais. J'avais un professionnel et un expert, un général de mon côté. Je n'étais plus seulement leur fils. J'étais un client et nous avions une affaire solide comme le roc. Ce soir-là, après avoir couché les 2 enfants, Nathan dormant maintenant paisiblement dans sa propre chambre, la peur du noir s'estompant lentement, je me suis retrouvé incapable de me reposer. J'ai erré dans mon bureau et mes yeux sont tombés sur le carnet de croquis de Nathan. C'était celui avec toutes ses meilleures œuvres, les pièces que nous avions si soigneusement photographiées et soumises pour le concours d'art. Alors que je le remettais sur son étagère, mon ordinateur portable, que j'avais laissé ouvert sur mon bureau, a émis un doux carillon, un nouvel email. Je l'ai regardé sans grand intérêt. L'expéditeur était le concours national des jeunes artistes. Mon cœur a eu un petit sursaut. Dans le chaos et la rage des derniers jours, j'avais totalement oublié. L'objet disait, une mise à jour importante concernant votre soumission pour Nathan Robert. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'asseyais et cliquais pour l'ouvrir. Je m'attendais à un rejet poli et formel, à un merci pour votre soumission. Nous avons reçu de nombreuses candidatures qualifiées, mais ce n'était pas ce qui était écrit. L'email était court, formel, et a fait hérisser les poils de mes bras. Cher monsieur Robert, c'est avec un immense plaisir que le Conseil des juges et moi-même vous informons que Nathan Robert a remporté le grand prix dans la catégorie des 7 à 10 ans pour le concours national des jeunes artistes. Son portfolio, Ville et créature, a démontré une maturité de vision et une compétence technique tout simplement sans précédent dans cette tranche d'âge. Le prix comprend une bourse de 3 000 € et un article de 2 pages dans notre publication annuelle, Jeune Maître. Une lettre de félicitations officielle et le chèque du prix sont en cours d'envoi. De plus, dans le cadre de notre mission de mettre en contact les jeunes artistes avec le monde de l'art professionnel, nous avons partagé les portfolios gagnants avec un groupe sélectionné de partenaires de galeries. Nous avons déjà été contactés par la Galerie d'Art de Paris à Saint-Germain-des-Prés. Ils sont exceptionnellement intéressés par l'acquisition de plusieurs œuvres de Nathan pour leur prochaine exposition Jeunes maîtres du XXIe siècle et aimeraient discuter des conditions d'achat à votre meilleure convenance. Félicitations aux jeunes artistes talentueux. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois, puis une 3e fois, les mots se brouillant à travers un voile soudain de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fierté féroce et justifiée. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'email brillant dans la pièce sombre. Un lent sourire s'est étalé sur mon visage. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un homme qui venait de recevoir une ogive nucléaire au milieu de ce qu'il pensait être juste un combat au couteau. Il pensait que mon fils était un fardeau, un problème désordonné, difficile, sans valeur. Il l'avait écarté pour sa sœur plus amusante. Mais dans le monde réel, le monde extérieur à leur petite bulle toxique et égoïste, mon fils était un gagnant du Grand Prix, un talent reconnu, un artiste recherché par une galerie parisienne. Le plateau était dressé, les pièces étaient en place, et j'avais le coup qui mettait échec et mat dans ma main. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que le roi et la reine entrent arrogamment dans ma ligne de tir. Ils sont rentrés un dimanche soir, 2 jours complets après que j'ai raccroché à mon père en Provence. Je savais exactement quand ils arrivaient. J'avais suivi leur vol en ligne, regardant leur petite icône ramper sur la carte de la France. Mon avocat, maître Martin, était assis dans le fauteuil club de mon salon, l'air aussi calme et détendu que s'il attendait qu'une théière infuse. Une épaisse mallette en cuir reposait à ses pieds. La maison était propre, calme et bourdonnait d'une énergie tendue et palpable. On aurait dit l'air des moments précédant un coup de foudre. Le bruit de la clé dans la serrure de la porte d'entrée était anormalement fort dans le silence. La porte s'est ouverte et ils sont entrés, traînant leurs valises de créateurs derrière eux. Ils étaient profondément bronzés, leur visage rayonnant d'une semaine de soleil et de satisfaction de soi. Ils avaient l'air détendus et prétentieux. Ma mère tenait une poupée de danseuse de hula-hoop en plastique bon marché, vraisemblablement pour Emma. Mon père fredonnait un air joyeux et faux.
Il ressemblait en tout point à n'importe quel autre couple de retraités revenant de vacances bien méritées. Puis ils m'ont vu assis sur le canapé et ils ont vu maître Martin, un étranger en costume chic, dans le salon de leur fils. Les sourires se sont figés et se sont évaporés de leur visage. Robert, a dit ma mère, sa voix immédiatement vive et teintée de suspicion. Elle a serré son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Que se passe-t-il? Qui est cet homme? C'est maître Martin, ai-je dit. Ma voix était plate, froide et dénuée de toute émotion. C'est mon avocat. Le mot avocat a atterri au centre de la pièce comme une grenade. Le visage de mon père, qui avait été d'un rose ensoleillé joyeux, a commencé à se décomposer et à pâlir. Un avocat, a-t-il balbutié, sa voix mêlant confusion et indignation. Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Tu es poursuivi en justice. Non, ai-je dit. Vous l'êtes. Maître Martin s'est levé, un geste d'autorité polie et imposante. Monsieur et Madame Robert, a-t-il dit, sont-on parfaitement courtois mais fermes. Veuillez vous asseoir, a-t-il fait un geste vers le canapé en face de son fauteuil. Ils ont hésité, me regardant, maître Martin et de nouveau, avant de se percher rigidement sur le bord des coussins, leurs valises abandonnées près de la porte. Mon père, toujours le tyran, a été le premier à se ressaisir, décidant que l'offense était la meilleure défense. Je ne sais pas à quel genre de jeu malsain tu joues, Robert, mais ce n'est pas drôle. Ta mère et moi avons été humiliés publiquement. Notre carte a été refusée dans un restaurant bondé, et tu n'as pas répondu au téléphone. Nous étions morts d'inquiétude que quelque chose te soit arrivé. Inquiet, ai-je répété le mot, le laissant flotter dans l'air comme un gaz empoisonné. Tu étais inquiet? C'est un choix de mots intéressant. Maître Martin s'est penché légèrement en avant, plaçant ses mains sur ses genoux. Monsieur et Madame Robert, a-t-il commencé, sa voix douce comme de la soie, mais avec un bord d'acier. Nous sommes ici pour discuter des événements de la semaine dernière. Spécifiquement, la période allant de mercredi matin, le 12 février, au samedi soir, le 15 février. Ma mère a serré plus fort son sac à main. Je ne sais pas de quoi il faut discuter. Nous avons fait un court voyage, dont nous avions bien besoin. Nous sommes retraités. Nous avons le droit de voyager. Un voyage en Provence, je crois, a dit maître Martin, sa voix ne changeant jamais de ton calme et mesuré. Il a atteint son attaché-caisse, a sorti une seule feuille de papier et l'a placée sur la table basse entre eux. C'était une impression de leur confirmation de vol et de forfait hôtel de luxe de Douce Provence Voyage. Un forfait tout compris, je vois, payé par un virement de 15 000 € provenant du fonds universitaire commun de vos petits-enfants. Mon père a regardé le papier comme si c'était un serpent. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement, aucun son n'en est sorti. Le visage de ma mère est devenu d'un rouge profond et laid. C'était un prêt, a-t-elle bredouillé, sa voix haute et prête. Nous en avons discuté. Nous allions le rembourser. C'était pour une urgence médicale. Une urgence médicale, a répété maître Martin, haussant un sourcil. De qui? La tienne? Celle de ton mari. C'était un traitement préventif, a bafouillé mon père, cherchant désespérément des appuis. Pour ma circulation, le temps chaud est thérapeutique. Je vois, a dit maître Martin, sa voix teintée de glace. Et pendant que vous étiez en ce voyage thérapeutique, quelles dispositions avez-vous prises pour la garde et la sécurité de votre petit-fils de 7 ans, Nathan? Nathan allait très bien, a dit mon père, sa voix résonnant d'une fausse confiance. Nous lui avons laissé beaucoup de nourriture. C'est un grand garçon. Pour l'amour de Dieu, nous ne sommes pas partis si longtemps. Il sait utiliser un téléphone. Maître Martin a de nouveau fouillé dans son attaché-caisse et a placé une deuxième feuille de papier sur la table. C'était le rapport officiel d'admission des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, signé par le docteur Leclerc. Les mots hypothermie, déshydratation et négligence d'enfant étaient surlignés en jaune. Selon le médecin des urgences qui l'a traité samedi soir, il n'allait pas bien. Il a été retrouvé sur votre porche au milieu d'une tempête de neige avec une température corporelle centrale de 34,4 degrés. Il n'avait pas eu de repas convenable depuis plus de 3 jours. Le diagnostic médical officiel est l'abandon d'enfant. Ma mère a laissé échapper un petit halètement étranglé, portant une main à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une lueur d'horreur authentique dans ses yeux. Elle s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par une défensive réflexe et venimeuse.
Il a toujours été un garçon dramatique, a-t-elle dit, sa voix tremblant de rage, pas de remords. Il exagère probablement pour attirer l'attention. Il a toujours été difficile. C'est un enfant difficile, a fait écho mon père, hochant vigoureusement la tête, saisissant la nouvelle narration. Toujours été d'humeur changeante, renfermé. Il n'est pas comme Emma. Emma est du pur soleil. C'est une joie de la voir autour. C'est plus facile de se connecter avec elle. Tu devrais comprendre ça, Robert. Tu es son père. Je l'ai juste regardé. Ma propre colère était si immense qu'elle était devenue un profond silence résonnant dans mes oreilles. Il l'admettait. Il était assis dans mon salon devant mon avocat et admettait qu'il favorisait un petit enfant au point de négliger criminellement l'autre parce que le négliger était difficile. La pure audace débridée de cela était à couper le souffle. Alors, vous l'avez simplement écarté, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse, chaque mot une pierre soigneusement placée. Parce qu'il n'est pas assez amusant pour vous? Parce qu'il est calme? Parce qu'il préfère s'asseoir et dessiner plutôt que de danser sur n'importe quelle mélodie que vous jouez ce jour-là? Oh, le dessin, a dit ma mère avec un roulement d'yeux méprisant, un rictus tordant sa bouche parfaitement rubiconde. C'est déjà la moitié du problème. Il est toujours dans son petit monde, faisant du désordre avec son fusain et ses crayons. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas normal. Il doit être plus engagé dans le monde réel, pas se cacher avec ses stupides petits gribouillis. C'était ça. C'était le déclencheur. Elle avait marché droit dans la ligne de mire. J'ai regardé Maître Martin. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. C'était le moment. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai ramassé une enveloppe blanche et croquante de la taille d'une carte de visite. Je suis revenu et je l'ai placée doucement sur la table basse, juste au-dessus du rapport d'hôpital accablant. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit doucement, ma voix résonnant dans le silence tendu. Il est dans son propre petit monde, et dans ce monde, il crée des choses. Vous les voyez comme un désordre. Le reste du monde, cependant, semble ne pas être d'accord. Mon père plissa les yeux vers l'enveloppe, qui portait l'écusson officiel du concours national des jeunes artistes. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé. Ça, ai-je dit, ma voix sonnant avec une clarté et une puissance que je n'avais pas ressenties depuis des années, c'est la lettre officielle de notification des juges de la compétition d'art pour jeunes la plus prestigieuse du pays. Elle m'informe que votre petit-fils difficile, celui avec le passe-temps malsain et désordonné, vient de remporter le Grand Prix. Le prix comprend une publication dans un magazine national et un chèque de 3000 €. Je l'ai laissé assimiler. Leurs visages sont devenus vides. Leurs esprits luttaient pour traiter l'information. Cela ne rentrait pas dans leur cadre. J'ai décidé d'ajouter le poids final, la partie qui parlerait leur langue, la langue de l'argent et du statut. Et ceci, ai-je dit, sortant mon téléphone, le déverrouillant et le plaçant à côté de la lettre, l'écran lumineux affichant l'email de la Galerie d'Art de Paris. Ceci est une offre formelle d'une galerie de Paris. Ils veulent acheter 5 de vos stupides petits gribouillis pour une exposition à venir. Ils me demandent de fixer mon prix. Silence. Un silence profond, écrasant qui était plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. J'ai regardé le changement de couleur sur leur visage. J'ai regardé leur vision du monde entière, celle où Emma était l'enfant d'or, l'atout précieux, et Nathan l'oublié. La responsabilité s'est brisée en 1 million de morceaux invisibles. Leurs justifications, leurs excuses, tout leur pathétique récit. Tout a été anéanti par une seule feuille de papier et un email sur un téléphone. Ils avaient construit leur royaume sur la croyance inébranlable que mon fils Nathan ne valait rien. Et je venais de prouver de la manière la plus indéniable, publiquement et validée financièrement possible, qu'il était inestimable. Le regard sur leur visage, le choc abasourdi et stupéfait absolu était plus satisfaisant que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu l'être. C'était le beau et terrible son de leur monde qui se brisait. Et je savourais chaque seconde. Le silence dans la pièce s'est étiré pendant ce qui a semblé être 1 heure. Probablement seulement 30 secondes. Mes parents fixaient juste les preuves sur la table basse, la lettre du prix, le téléphone lumineux, comme s'il s'agissait d'une technologie extraterrestre qu'ils ne pouvaient pas comprendre. La mâchoire de mon père était tombée, son habituelle fanfaronnade complètement disparue. Les mains de ma mère tremblaient sur ses genoux, ses jointures blanches. Maître Martin, le professionnel accompli, a choisi ce moment précis de leur dévastation totale pour délivrer le jugement final.
Il s'est penché en avant à nouveau, sa voix calme et méthodique. La voix d'un chirurgien faisant une incision finale nette et inévitable. Donc, pour résumer, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à l'argument. Vous êtes accusé d'abandon d'enfant criminel en vertu de la loi de l'État, ce qui, je vous assure, le bureau du procureur prend très au sérieux. Cela entraîne une peine de prison potentielle. Vous avez également commis une fraude financière en accédant et en transférant illégalement 15 000 € d'un fonds fiduciaire protégé. C'est de vol qualifié. Il s'est arrêté, laissant le poids des mots aux prisons, pénal, vol s'installer dans la pièce anormalement calme. Voici ce qui va se passer ensuite. Nous allons déposer une action civile cette semaine exigeant le retour immédiat des 15 000 € volés. De plus, nous allons poursuivre en justice pour dommages punitifs pour la détresse émotionnelle extrême infligée à mon client et à son fils mineur. Nous avons fixé le montant à 30 000 €. Il les regarda tous les deux directement dans les yeux. Cela fait un total de 45 000 € que vous devez à mon client. Mon père a fait un son étouffé, de haut le cœur. 45 000 €? Nous n'avons pas cet argent. Tu sais ça, Robert. Alors je vous suggère de contacter un agent immobilier, a dit Maître Martin sans aucune trace de sympathie. Parce que votre maison devrait couvrir cela. De plus, mon client a déjà donné sa déclaration sous serment complète à la police. Un détective du service de protection de l'enfance vous contactera probablement dans les prochaines 48 heures pour prendre vos déclarations. Je vous conseille fortement, de faire appel à votre propre avocat avant de leur parler. Bien que, franchement, à ce stade, je ne sais pas ce qu'un avocat pourrait faire pour vous. Ce fut le moment où le barrage de leur déni éclata enfin. Et ce qui en sortit ne fut pas un flot de remords, mais un égout de pitoyable, désespéré auto-apitoiement. Robert, tu ne peux pas nous faire ça, a gémi ma mère, sa voix se brisant, son visage se déformant en un masque de terreur. Nous sommes tes parents, ta propre mère et ton père. C'était une erreur. Nous avons fait une terrible erreur. Et puis, dans sa panique, elle a révélé le vrai cœur pourri de sa motivation. C'était une confession qu'elle ne réalisait même pas faire. Il me regarde juste parfois, a-t-elle bégayé, les larmes coulant sur son visage, ses yeux sauvages alors qu'elle me regardait mais parlait de Nathan. Il a les mêmes yeux calmes et jugeurs que mon frère aîné avait toujours. Mon frère avait tout. Les éloges de mon père, les meilleures notes, l'attention. Je n'ai rien eu. J'étais invisible. Je voulais juste que Emma ne se sente jamais comme ça. Je voulais qu'elle ait tout, qu'elle soit l'élu. Voilà, toute la vérité tordue et pathétique. Il ne s'agissait jamais de la personnalité de Nathan. Il ne s'agissait jamais de ce qu'il était difficile. C'était à propos de ses propres fantômes, de sa propre jalousie amère et non résolue envers son propre frère, projetée sur mon fils innocent de 7 ans. Il n'était qu'un écran silencieux pratique sur lequel elle pouvait projeter toute une vie de ses propres ressentiments. J'ai ressenti une vague de nausée si profonde que j'ai cru que j'allais vomir. C'était plus profond, plus malade et plus tordu que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était une blessure générationnelle transmise et utilisée comme une arme contre un enfant impuissant. Leurs excuses pathétiques et leurs supplications paniquées m'ont traversé. Mais elles ne pouvaient plus me toucher. La partie de moi qui avait autrefois aspiré à leur approbation, la partie qui tressaillait de leur déception, avait été gelée à mort sur la balançoire avec mon fils, puis brûlée en cendres par ma rage. Une erreur, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion, une chose plate et morte. Une erreur, c'est oublier de prendre du lait au supermarché. Une erreur, c'est prendre un mauvais virage sur l'autoroute. Abandonner votre petit-fils de 7 ans pendant une semaine dans une maison froide pour voler l'argent de ses études pour des vacances de luxe, ce n'est pas une erreur. Ce sont une série de choix. C'est le reflet de votre caractère. C'est qui vous êtes. Mon père, désespéré de retrouver un semblant d'autorité, s'est levé, son visage violet d'un mélange de rage et de peur. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons aidé quand tu étais perdu après les funérailles d'Éléonore. Nous avons sacrifié notre temps, notre retraite pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je dit, me levant pour le regarder dans les yeux. Vous l'avez fait pour vous-même. Vous l'avez fait pour avoir une poupée vivante avec qui jouer, une qui ne vous contredisait pas. Vous l'avez fait pour avoir un projet, une refonte d'une enfance que vous regrettiez. Vous ne vous êtes jamais soucié d'eux en tant que personne. Vous ne vous souciez que de la façon dont ils vous faisaient sentir. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand.
L'air froid de la soirée de février s'est précipité, propre et vif. Cette conversation est terminée, ai-je dit, ma voix finale. Et nous aussi. Vous ne me verrez plus. Vous ne verrez plus Emma, et vous ne serez très certainement jamais dans la même pièce que Nathan de votre vivant. À partir de maintenant, vous ne communiquerez avec moi que par l'intermédiaire de votre avocat. Maintenant, sortez de ma maison. Ils m'ont regardé, abasourdi, la bouche ouverte. C'était comme si le concept de moi, leur fils docile, établissant une limite ferme et inébranlable était quelque chose de si étranger qu'ils ne pouvaient pas le traiter. Ma mère a recommencé à sangloter. Un son désespéré et suppliant. Mon père a commencé à fanfaronner, à menacer. Mais juste à ce moment-là, comme par enchantement, une voiture sombre et banalisée s'est arrêtée sur le trottoir. Ses phares ont traversé l'obscurité, illuminant la neige qui tombait. Un homme vêtu d'un lourd manteau de policier est sorti et a commencé à marcher résolument vers la porte d'entrée de ma maison. Mes parents l'ont vu. Ils ont vu l'insigne attaché à sa ceinture. La dernière de leur lutte, de leurs menaces, de leurs supplications s'est évaporée, remplacée par une terreur animale nue. Sans un mot de plus, ils ont saisi leur sac à main et leur manteau, m'ont dépassé sans me regarder, et se sont précipités dehors dans la nuit comme des cafards pris dans une soudaine lumière vive. Je suis resté dans l'embrasure de la porte ouverte et je les ai regardés partir. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti du calme. La tempête était passée. J'ai salué le policier, l'ai invité à entrer, puis j'ai fermé la porte, bannissant mes parents de ma vie pour toujours. Pour la première fois depuis 3 longues années, l'air dans ma propre maison semblait propre. Les 6 mois qui ont suivi ont été un exercice de démolition et de reconstruction, pas d'un bâtiment, mais d'une vie. La bataille juridique a été, comme Maître Martin l'avait prédit, laide, mais rapide. Face à la montagne de preuves irréfutables, l'avocat de mes parents leur a conseillé de régler immédiatement le litige civil afin d'éviter un procès plus public et encore plus dommageable. Ils ont dû vendre leur maison, la maison dans laquelle j'ai grandi, un lieu plein de souvenirs compliqués, pour payer les 45 000 € qu'ils me devaient. Au moment où le chèque a été encaissé, je l'ai déposé directement dans le nouveau fonds universitaire fortifié des enfants. Cela ressemblait à la restauration d'un artefact volé à sa juste place. L'affaire pénale a progressé. Pour éviter le risque de peine de prison, ils ont fini par plaider coupables d'une charge moins grave de mise en danger de la vie d'autrui. Leur peine a été de 2 ans de probation, une lourde amende et un conseil de famille obligatoire. Un conseil auquel ils devraient assister seuls. L'histoire s'est inévitablement répandue dans leur petite communauté de banlieue bavarde. Ils sont devenus des parias, le sujet de conversations chuchotées au marché. J'ai entendu d'un cousin éloigné qu'ils ont finalement vendu ce qui restait de leurs meubles, fait leurs bagages et déménagé à 1000 km de là pour vivre avec la sœur de ma mère. Je n'ai ressenti qu'un soulagement lointain et clinique. Les changements les plus importants, cependant, se sont produits dans les murs de notre propre maison. Je suis entré dans le bureau de Monsieur Dubois une semaine après la confrontation. Il avait déjà entendu une version édulcorée de l'urgence familiale. Je me suis assis et je lui ai dit la vérité, toute la vérité. Il a écouté, son visage devenant plus grave à chaque mot. Quand j'ai eu terminé, il a dit « De quoi as-tu besoin, Robert ?»« J'ai besoin d'être à la maison, ai-je dit. La voie vers le partenariat, les grands projets. » C'était l'ancien moi. C'était l'homme qui pensait que le succès professionnel pouvait combler un vide personnel. Je me trompais. J'ai besoin de plus de temps. J'ai utilisé le levier du projet de la défense, la plus grande victoire de l'histoire récente du cabinet, non pas pour grimper plus vite à l'échelle, mais pour refondre fondamentalement mon emploi. J'ai travaillé avec les ressources humaines et mes associés pour créer un nouveau rôle, consultant principal en conception. Cela me permettait de travailler à domicile 4 jours par semaine, en me concentrant sur la supervision créative plutôt que sur la gestion quotidienne des projets. C'était un mouvement latéral en termes de salaire, pas la promotion énorme que je recherchais, mais ce que j'ai gagné en accompagnement scolaire, en histoire du soir et en après-midi calme avec mes enfants valait plus que n'importe quel titre ou salaire ne pourrait jamais acheter. Ma prochaine démarche fut de trouver de l'aide, mais pas de la famille. J'avais besoin d'un professionnel. J'ai passé des semaines à interviewer des candidates et j'ai finalement trouvé Sophie. C'était une femme dans la cinquantaine avec un rire chaleureux et contagieux et des yeux à la fois gentils et complètement sérieux. Ce n'était pas un remplacement pour une grand-mère. C'était une experte en développement de l'enfant,
une partenaire pour m'aider à créer un environnement stable, prévisible et aimant. Elle a ramené la structure, la joie et l'odeur du pain fraîchement cuit dans notre maison. Sophie a vu mes 2 enfants tels qu'ils étaient, sans idée préconçue. Elle a fait l'éloge de l'énergie débordante et de la créativité d'Emma, et elle a admiré la concentration tranquille et l'âme artistique de Nathan avec une admiration égale et sincère. Elle a créé un monde pour eux où ils n'étaient pas en compétition, où ils étaient simplement 2 enfants différents et merveilleux qui étaient aimés pour leur individualité. Libérés de l'atmosphère compétitive toxique que mes parents avaient créée, mes enfants ont commencé à s'épanouir d'une manière qui me faisait pleurer presque tous les jours. L'énergie d'Emma a été canalisée dans la gymnastique et le football, où elle était une petite puissance féroce. Mais la transformation la plus profonde a été chez Nathan. Son talent étant désormais ouvertement célébré et nourri, sa confiance a grimpé en flèche. Le nuage d'anxiété tranquille qui le suivait partout a commencé à se dissiper, remplacé par une nouvelle assurance tranquille. Il a commencé à parler davantage à table, partageant des idées complexes pour ses dessins, sa voix devenant plus forte et plus confiante chaque jour. Le coin de sa chambre a été transformé en un véritable atelier d'art avec un chevalet convenable et des fournitures organisées. Son travail était fièrement exposé non seulement dans mon bureau, mais partout dans la maison. C'était le papier peint de notre nouvelle vie. L'un des plus beaux changements fut dans sa relation avec Emma. Sans la pression constante et tacite de rivaliser pour l'affection, le lien fraternel naturel qui avait été supprimé et tordu a commencé à grandir. Je l'ai trouvé souvent dans son atelier. Nathan montrant patiemment à Emma comment mélanger les aquarelles. Et Emma, pour sa part, écoutait avec une rare attention concentrée, sa petite langue sortant en signe de concentration. Ils construisaient leur propre monde ensemble, basé sur des rires partagés et un respect mutuel, pas sur la jalousie. Le voir s'épanouir publiquement était une autre affaire. Son école organisait une soirée artistique annuelle. Les années précédentes, il avait refusé de participer. Cette année, son enseignante, Madame Dubois, lui a demandé s'il serait prêt à être l'artiste vedette de la classe de CE1. Il a accepté. Je me tenais au fond du gymnase bondé et bruyant ce soir-là, regardant mon fils se tenir fièrement à côté d'une exposition de ses 5 dessins primés. Il ne se cachait pas derrière ma jambe. Il parlait à d'autres parents et élèves qui venaient admirer son travail. Il expliquait sa technique, d'où il tirait ses idées, sa voix claire et stable. Il n'était plus le garçon invisible. Il était l'attraction principale. Madame Dubois a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a adressé un large sourire sincère et un pouce levé. Ce fut un moment de joie parentale pure et non diluée. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux et désordonné. Les fantômes du passé planaient encore. Un soir, environ 3 mois plus tard, Emma mettait ses poupées au lit dans sa maison de poupées. Elle arrangeait les petits meubles, et soudain, elle m'a regardé. Son petit front se plissait avec une pensée qu'elle ne pouvait pas chasser. « Papa » a-t-elle demandé, sa voix petite et innocente. « Quand est-ce que grand-mère va venir nous rendre visite à nouveau ?» Mon cœur s'est serré en un nœud douloureux et serré. Je me suis assis par terre à côté d'elle, mon grand corps semblant maladroit à côté de son monde miniature. Sophie m'avait entraîné pour ce moment. Pas de mensonge, pas d'euphémisme, juste la vérité adaptée à son âge. « Chérie », ai-je dit doucement, prenant sa petite main dans la mienne. Grand-mère et grand-père ont fait de très, très mauvais choix. Des choix qui ont beaucoup blessé Nathan, et mon travail le plus important au monde est de vous garder toi et ton frère en sécurité. Et pour ce faire, cela signifie qu'ils ne viendront plus nous rendre visite. Sa petite lèvre trembla. Oh, a-t-elle dit, une grosse larme solitaire roulant sur sa joue. Mais elle me manque. Elle ne manquait pas la vraie personne. Elle manquait la grand-mère fantasmée, celle qui lui apportait des cadeaux et l'appelait une princesse. Je l'ai tirée sur mes genoux et je l'ai serrée fort, la laissant pleurer. Je sais, ma chérie. C'est normal d'être triste. C'est normal de manquer les bons moments. Ce fut un moment douloureux et déchirant, mais profondément nécessaire. Nous nettoyions le dernier du poison. Nous devions reconnaître la blessure pour qu'elle guérisse. Nous le faisions ensemble. L'appel de la Galerie d'Art de Paris est arrivé quelques semaines après la grande confrontation. La conservatrice était une femme à l'accent français chic qui s'enthousiasmait sur le sens inné de la composition de Nathan et sa perspective visionnaire. Ils ont acheté les 5 œuvres que nous avions soumises pour le concours pour un prix franchement étonnant. C'était plus que mon premier salaire après l'université.
Nous avons ouvert un nouveau compte de fiducie au nom de Nathan et avons déposé l'intégralité du montant. Son art, ce que ma mère appelait un gribouillis désordonné, venait de financer entièrement ses 2 premières années dans n'importe quelle université de son choix. L'histoire du prodige artistique de 7 ans de la banlieue parisienne qui a été découvert grâce au Showcase national a fait l'objet d'un petit article dans un magazine d'art local. Il était accompagné d'une photo glacée de Nathan se tenant fièrement à côté de son travail, un sourire authentique et confiant sur son visage. Un après-midi calme, j'étais assis à mon bureau en examinant les derniers papiers de règlement de Maître Martin. La bataille juridique était officiellement terminée. Tous les documents étaient signés, tout l'argent transféré. Il n'y avait pas de grand sentiment de victoire, pas de moment de poing levé triomphant. Juste un sentiment de soulagement calme et profond. La guerre était terminée. J'ai regardé par la fenêtre dans notre cour arrière. Sophie poussait Emma sur la balançoire, son rire portant sur la brise. Nathan était assis dans l'herbe à l'ombre de notre vieux chêne, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, son crayon bougeant avec aisance alors qu'il dessinait la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles. Ils étaient en sécurité. Ils étaient heureux. Ils étaient aimés inconditionnellement. Et j'ai réalisé à ce moment-là que l'argent, le procès, la honte publique pour mes parents, rien de tout cela n'était la vraie victoire. La vraie victoire, c'était ça, cet après-midi calme, ordinaire, magnifique. C'était la paix pour laquelle je m'étais battu. C'était l'avenir qu'Éléonore aurait voulu pour nos enfants. Je n'avais pas seulement gagné un procès. J'avais récupéré ma famille au bord d'une destruction que je n'avais même pas vue venir. C'est une chose drôle, le concept d'héritage. Avant tout cela, je pensais que c'était une question d'argent, de biens, les choses tangibles que l'on laisse derrière soi quand on part. Mes parents étaient obsédés par ce qu'ils estimaient leur être dû, ce qu'ils méritaient de moi, du monde. Ils ont passé leur vie à courir après un sentiment d'importance qu'ils pensaient que l'argent pouvait acheter. Mais ils avaient fondamentalement, tragiquement tort. L'autre soir, je feuilletais un vieil album photo, une tâche pour laquelle je n'avais pas eu la force depuis des années. J'ai trouvé une photo d'Éléonore qui m'a arrêté net. C'était d'avant que nous ayons des enfants, lors d'une randonnée dans les Alpes. Elle se tenait sur un sommet ensoleillé, les bras écartés, riant dans l'objectif, ses yeux pleins d'une joie féroce, merveilleuse et indomptable. J'ai ressenti cette douleur familière dans ma poitrine, le membre fantôme de sa présence, le manque d'elle qui ne disparaîtra jamais vraiment. Puis j'ai entendu un cri de joie du salon. J'ai fermé l'album et je suis sorti. La scène devant moi était celle d'un beau chaos. Nathan et Emma avaient construit une immense fort avec tous les coussins de canapé et couvertures de la maison. Nathan était à 4 pattes, portant une passoire comme casque et faisant semblant d'être un dragon. Et Emma, armée d'une épée en mousse, hurlait de joie. Tue le dragon. Tue le dragon. Je me tenais là dans l'embrasure de la porte, les regardant simplement, un observateur silencieux de leur joie. Et j'ai réalisé à ce moment-là quel était le véritable héritage d'Éléonore. Ce n'était pas la petite assurance Vinis à part de la maison. C'était ça. C'était l'amour illimité qu'elle avait versé dans notre famille pendant le court laps de temps qu'elle avait eu. C'était la gentillesse qu'elle incarnait. La leçon qu'elle m'a enseignée chaque jour, que chaque personne, surtout un enfant, est un univers de merveilles inestimables et uniques. Mes parents avaient essayé d'empoisonner cet héritage. Ils avaient essayé d'apprendre à mes enfants que l'amour est conditionnel, que votre valeur se mesure à la quantité de plaisir que vous procurez, à votre conformité, au nombre de cadeaux que vous recevez. Ils ont essayé de leur apprendre qu'un enfant était un trésor et l'autre un fardeau. Ils ont échoué en les excluant de nos vies, en choisissant mes enfants plutôt que les exigences toxiques et ancrées de mon propre sang. Je ne faisais pas que protéger Nathan et Emma du mal. Je protégeais activement l'héritage d'Éléonore. J'assumais enfin mon rôle de mari dont elle serait fière et de père que mes enfants méritaient depuis toujours. J'ai brisé le cycle de leur ressentiment et de leur amertume. J'ai choisi d'hériter de son amour, pas de leur poison. Et cela, je le sais maintenant, a tout changé. Ma vie n'est pas parfaite. Je suis toujours un père célibataire qui essaie de s'en sortir un jour à la fois. Mais notre petite maison n'est plus un lieu de chagrin silencieux et de tensions inexprimées. C'est une maison. C'est une forteresse construite avec des coussins de canapé, remplis de rugissements de dragons et de gazouillis, et décorée par l'art brillant et inestimable d'un garçon qui sait sans l'ombre d'un doute qu'il est vu, qu'il est valorisé, et qu'il est aimé. C'est une victoire qui vaut la peine de se battre. C'est un héritage qui vaut la peine d'être construit.
Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre et peut-être vous a rappelé que vous avez le pouvoir de choisir le type de vie que vous construisez pour vous-même et pour vos enfants. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix impossible pour protéger votre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Cela aide vraiment.